Bonjour, c'est notre première vidéo 2025. Hello. Nous sommes avec Thierry en route pour la réserve des Monts d'Azur, dans l'arrière-pays niçois, dans les montagnes. Nous allons à un symposium sur le vivant, notre rapport au vivant, au monde sauvage. J'ai eu la chance de connaître Patrice Longour, le fondateur de la réserve des Monts d'Azur, dans laquelle il y a près de 1000 hectares, des bisons d'Europe, des chevaux de Przewalski, des daims. Donc c'est Patrice Longour, c'est un vétérinaire et il a une relation privilégiée avec le vivant. Pas avec les animaux domestiques, hein, c'est pas, lui il n'a pas un refuge sanctuaire qui accueille des chiens, des chats, des équidés, des animaux domestiques. Lui il aime la vie sauvage et moi je pense depuis quelques années qu'il n'y a pas de césure entre les animaux domestiques et les animaux sauvages, parce que dans cette humanité à 8 milliards d'humains, eh bien nous les humains nous sommes partout. Et du coup, je me rends compte que quand ils ne sont pas chassés et victimes de cruauté, les animaux sauvages, ils n'ont pas peur de nous. Et Patrice Longour, il a, en tant que vétérinaire, forcément, deux vétérinaires, ils ont des affinités. Et il a cette vision privilégiée sur le sauvage, les animaux sauvages. Et il a été auparavant praticien et il s'occupait surtout lui d'animaux domestiques, justement, de vaches. Ah bon? Et oui, et c'est pour ça que Patrice, il est aussi quelqu'un qui connaît bien donc les ruminants et je pense que ça a contribué au fait que il veuille absolument réimplanter des bisons d'Europe. Des bisons d'Europe, le seul pays où il y en a encore à l'état sauvage, si l'on peut dire, parce que là c'est une réserve, hein, la réserve des Monts d'Azur, c'est en Pologne. Donc sinon il n'y en a plus nulle part. Il n'y en a pas aux États-Unis? Aux États-Unis, ce sont des bisons d'Amérique. Oui, c'est pas la même chose. Et comme ça fait très longtemps que nous, les Européens, on est nombreux et que finalement l'Europe, c'est pas si vaste que ça, et bien on est nombreux humains, et bien c'est pour ça que les bisons, ils ont disparu à l'état sauvage depuis très longtemps. À chaque fois que nous avons colonisé des environnements, eh bien, non pas comme les Amérindiens, hein, qui vraiment avaient ce respect profond pour les animaux qu'ils tuaient et pour le vivant, eh bien nous les Occidentaux, entre guillemets, avant tout, hein, on est vraiment, on est sans considération pour le vivant. On se rend vraiment pas compte de tout ce que nous apporte Mère Nature. C'est cette notion de réensauvagement aussi qui va être abordée aujourd'hui. On vous expliquera tout ça, on va essayer de vous montrer un maximum de choses. Et voilà, c'est parti. C'est la première fois que j'amène Elisa à un colloque avec des scientifiques, des agrotechniciens, des zootechniciens, des philosophes, des paléo-anthropologues. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours emmené Elisa
à des colloques scientifiques qui s'intéressent aux animaux domestiques. Et là, pour la première fois, je l'emmène dans un lieu où on a avant tout de la considération et de l'intérêt pour les animaux sauvages. Et donc c'est toujours dans ce même objectif que j'ai toujours poursuivi, puisque j'ai fait de l'enseignement pendant 25 ans, avec toutes les personnes qui sont des milliers à qui j'ai enseigné, c'est-à-dire d'augmenter leur niveau de connaissance et de les intéresser à tout ce qui fait le vivant. Et donc le vivant, c'est le végétal, l'animal, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette césure qu'on fait entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et donc je suis ravi qu'Elisa assiste à ce symposium, à ce colloque. Je pense qu'elle va revenir avec plein de nouvelles pensées, parce que c'est vrai que dans un environnement comme celui de notre pays, eh bien, même si les animaux domestiques, ils sont bien plus nombreux que les animaux de la faune sauvage, si on ne considère que les mammifères et les oiseaux, eh bien, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est petit, tous les invertébrés, tous les micro-organismes. Et donc, à ce colloque, elle découvre que loin de l'approche hygiéniste où on bourre les animaux, les humains compris, hein, de différents médicaments, de différentes molécules qui ont des impacts massifs, notamment sur le vivant, puisque en étant bourré d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, de toutes les molécules les plus récentes, d'antiparasitaires externes, d'antiparasitaires internes, et ben finalement, qu'est-ce qu'on dégrade? On dégrade tout ce qui ne se voit pas dans le vivant, mais aussi on peut faire mourir tous les rapaces qui charognent, et parce que les animaux qu'ils ont charognés, ils sont bourrés d'un anti-inflammatoire, le diclofénac, et c'est pour ça qu'il y a des milliers de rapaces dans notre pays qui meurent parce que ils ont charogné. Donc les problématiques sont extrêmement complexes. Il faut qu'on réussisse à faire cohabiter les animaux d'élevage, et on ne veut pas que les animaux d'élevage dont nous consommons les chairs et les produits, eh ben, ils nous fassent mourir. Et il faut qu'on les fasse cohabiter avec la faune sauvage, mais aussi avec tout ce qui ne se voit pas. Et donc, j'espère qu'à la fin de ce colloque, Elisa, elle saura beaucoup plus de choses que ce qu'elle savait avant qu'on y arrive. Donc moi, ce que cette matinée m'a inspiré, puisque là c'est la pause déjeuner, donc toutes les conférences auxquelles on a insisté ce matin, tous les débats qu'on a pu avoir ce matin, c'est toujours l'occasion, comme à chaque événement auquel tu m'emmènes, c'est l'occasion d'éveiller son esprit critique sur ce qu'on fait de bien ou de mal aux vivants. C'est l'occasion de s'interroger également sur le sens des règlements, des lois, de ce que les administrations nous imposent et qui n'est pas toujours sensé par rapport à aux intérêts du vivant. Il y a beaucoup d'incohérences. Ce matin, on a parlé énormément d'équarrissage. Alors, c'est pas un sujet très sexy, l'équarrissage, puisqu'il s'agit de savoir ce qu'on va faire des cadavres d'animaux décédés. Donc, a priori, c'est pas le sujet le plus sexy du monde. Et pourtant, c'est un sujet qui met justement en évidence cette incohérence, enfin, une partie des incohérences entre les administrations et les intérêts du vivant. Moi, je pense aussi que c'est un événement qui permet d'éveiller son esprit critique par rapport à notre place dans tout ça. Et on n'a pas du tout, en France en tout cas, on n'a pas du tout cette vision One Health, vous savez, une seule santé,
la santé de la terre, la santé des animaux et la santé humaine. Et pourtant, si on réfléchissait sous ce spectre-là, les choses seraient différentes. Et je pense que voilà, c'est le genre d'événement qui permet de réfléchir à tout ça, et tout le monde devrait y participer et éveiller son esprit critique pour se demander ce qu'on fait de bien ou de mal aux vivants. Tu veux qu'on voit les cerfs là? Non. Non? Tu veux pas qu'on voit les cerfs? Non. Je voulais juste dire que c'était vachement bien, c'est super intéressant. Oui. Et ça nous apprend aussi pas mal de choses sur... ça nous permet de comparer avec la façon dont nous on s'occupe de nos daims. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Elisa. C'est pas tous les jours qu'on voit des endroits où il y a des daims, donc oui, c'est instructif aussi. Oui, exactement. Alors bonjour Julie. Bonjour Elise. Tu travailles à la réserve des Monts d'Azur. Qu'est-ce que tu fais depuis combien de temps? Alors sur la réserve des Monts d'Azur, ici je suis responsable scientifique. Ça fait 7 ans que je travaille ici, 2 ans que je suis en fonction de responsable. Et on travaille à étudier le retour de la guilde des grands herbivores sauvages ensemble sur un même territoire. Donc on va avoir les bisons d'Europe, les chevaux de Przewalski, des élans, des daims qui ont rejoint sur le même espace, les cerfs élaphes, les sangliers, les chevaux un peu actifs. On va venir voir quel est le retour de cette grande faune, qu'est-ce qui va changer dans la composition végétale, sur la santé des forêts, sur les cortèges d'oiseaux, d'invertébrés qu'on va pouvoir retrouver sur le site. Et ça fait 22 ans que le site il existe, il a été créé par Patrice Longour et Alena Longour, et on constate que des interactions incroyables pour le moment avec le monde qui les entoure. C'est ça le concept de réensauvagement? C'est un des concepts de réensauvagement, parce qu'il y en existe plusieurs aujourd'hui en Europe. Nous, c'est vraiment le but de venir effectivement remettre des grands herbivores pour relancer les dynamiques écosystémiques dans les milieux. En liberté, donc la finalité, c'est qu'ils ne soient plus que dans la réserve, mais relâchés en liberté. C'est ça, pour le moment, la réserve fait 700 hectares, mais la finalité, c'est qu'effectivement, on puisse faire de la réintroduction à l'état sauvage. On le fait déjà avec l'Europe, parce qu'on les renvoie au Portugal, en Espagne, en République tchèque, en Pologne, mais on aimerait pouvoir le faire en France prochainement. Et quel retour vous avez de ce réensauvagement dans les autres pays européens? Alors ça dépend des pays. Généralement, par exemple, l'Espagne et le Portugal vont apprécier le réensauvagement parce que les grands herbivores vont permettre de limiter le risque incendie par l'entretien qu'ils vont faire des milieux naturels. Donc là, ils le voient de suite comme un allié incroyable dans la gestion des milieux. On va avoir la Roumanie et la Pologne qui sont plutôt des pays qui ont toujours appris à vivre avec la faune sauvage, donc c'est pas non plus quelque chose sur lequel ils vont faire, on va dire, énormément de polémiques. Et il y en a d'autres qui vont fonctionner plus comme nous, sous réserve, et qui sont encore très réticents quand même à les trouver à l'état sauvage à l'extérieur. Quel frein il y a en France à ça, justement? Il y en a plusieurs. On va avoir le réglementaire qui va venir s'acharner sur le sauvage ou même le féral en demandant parfois des conditions de détention qui sont complètement à côté de la réalité qu'on peut retrouver en milieu naturel sauvage. Il va y avoir aussi l'acceptation dans un territoire de repartager un espace avec le monde sauvage, parce qu'aujourd'hui c'est un mot péjoratif et qu'on laisse beaucoup de place à l'homme. Et
et on laisse très peu de place à cette faune, et le peu de fois où elle arrive, elle va de suite poser des problèmes de conflit d'usage des territoires. Donc il y a encore du chemin à parcourir, mais vous êtes plein d'optimisme ici quand même. C'est ça, on a la chance que la structure puisse accueillir du public, donc on va faire une sensibilisation à des initiés, à des non-initiés, et on voit quand même qu'on est nombreux à partager la même envie de retrouver des milieux naturels gérés par des animaux sauvages. Et donc on reste un peu optimiste, même si c'est vrai que l'environnement c'est pas forcément un sujet porteur de bonnes nouvelles au quotidien. Ici on reste basé sur un espoir commun qu'en tant qu'humain, en tant que Français, on commence à se réveiller sur l'état de nos milieux naturels. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup, merci à l'association. Depuis que nous sommes arrivés à la réserve des Monts d'Azur, il y a vraiment une dimension de Patrice Longour qu'on doit vous évoquer, c'est son combat politique. Patrice Longour a été praticien vétérinaire, il est toujours le praticien vétérinaire de tous les animaux de la réserve des Monts d'Azur, les bisons, les chevaux de Przewalski, les daims, les cerfs et lafs, les sangliers, mais son combat est éminemment politique. Lui, il veut que dans un nombre croissant de lieux, on puisse libérer des herbivores, et ces grands herbivores, ils sont extrêmement bénéfiques aux écosystèmes. C'est ce qu'on appelle le réensauvagement, c'est ça son combat, c'est le réensauvagement. Le réensauvagement, donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, on a des preuves multiples que plus il y a de grands herbivores dans les écosystèmes qui peuvent les tolérer, eh bien, plus il y a de diversité de la faune et de la flore. Et ça va relativement vite, ça prend à peine quelques décennies. Patrice nous a très longuement évoqué que sur le territoire de la réserve des Monts d'Azur, eh bien, il y a aujourd'hui plus de 120 espèces végétales. Alors que juste de l'autre côté de la route, là où il y a les mêmes pins sylvestres, mais il n'y a pas les herbivores, les grands herbivores de la réserve des Monts d'Azur, eh ben, il y a seulement 40 espèces végétales. Donc, les pins sylvestres, justement, ils sont en bien meilleur état, paradoxalement, puisque les cerfs, les bisons, les sangliers font leur bois sur l'écorce, mais de manière très paradoxale, ils sont manifestement en bien meilleur état dans la réserve des Monts d'Azur, les pins sylvestres, que de l'autre côté de la route. Et donc, ce combat pour le réensauvagement, ce combat pour la présence des grands herbivores dans toutes les forêts de France, eh bien, il est lié au fait que c'est pas juste des illuminés, entre guillemets, et des enragés de la politique et de l'écologie. Il est basé sur des preuves, sur des faits. Et c'est pour ça que j'espère que ce combat que Patrice Longour mène depuis plusieurs décennies, les administrations françaises et notre collectivité nationale, parce qu'évidemment, il ne faut pas que tout cela aille à l'encontre des intérêts des éleveurs, aille à l'encontre des intérêts des chasseurs. Il faut qu'il y ait cette espèce de consensus et de concorde pour que tous ces objectifs politiques sur le réensauvagement du vivant soient atteints. Et d'ailleurs, ce qu'on nous a expliqué, c'est que ça fonctionne. Il y a d'autres modèles en Europe où le réensauvagement fonctionne. Par exemple, ici, quand ils ont des naissances d'animaux comme des daims, par exemple, eh bien, ils sont ensuite envoyés dans d'autres pays européens, notamment en Espagne et en Italie. Au Portugal. Voilà, où ils sont relâchés en liberté. Et ça se passe vraisemblablement très bien. Donc, ce que souhaite Patrice Longour, en fait, c'est qu'on puisse avoir l'autorisation de faire la même chose ici en France, qui actuellement n'est pas possible, puisque nous sommes soumis à des
très importantes contraintes administratives, mais des aussi réglementations politiques. Voilà. Politique. Et du coup, bon, moi j'ai beaucoup apprécié ce séjour qu'on a passé. On a eu beaucoup de temps. Ah, t'es contente hein, que je t'ai amené là hein? Bah, je suis toujours contente partout où tu m'emmènes. Et puis on a eu beaucoup de chance avec la météo. Oui, mais t'as découvert une autre facette de la protection des animaux. Bien sûr, et s'intéresser au monde sauvage, c'est aussi important qu'aux animaux domestiques. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est aussi un combat que j'aimerais qu'on mène de plus en plus avec Ava. Et est-ce que toi, cette notion de réensauvagement, c'est quelque chose que tu partages? Ah, merci de me poser la question. Je me rends compte que sur cette question du réensauvagement, il faut aussi composer avec l'adhésion de tous les Français. Et il y a des divagations de chiens errants qui continuent à exister en France. Il y a toute cette problématique autour des loups, autour des lynx. Et donc, ce dont je me rends compte, moi, c'est que pour qu'on réussisse à obtenir l'adhésion des citoyens, il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'informations préalables. Et ça prend, me semble-t-il, plusieurs décennies pour que finalement toute la société finisse par accepter cette notion du réensauvagement. Mais évidemment, en tant que biologiste, en tant que vétérinaire, donc en se basant sur les éléments factuels qui prouvent que en mettant des grands herbivores, en mettant des loups, en mettant des lynx, la nature, les écosystèmes se portent mieux, il est évident que moi je suis favorable à tout ça. Mais je me rends compte que le problème c'est les attentes de la société, les peurs et les craintes de la société. Et pour ça, je me rends compte aussi, parce que je suis un vieil homme de 60 ans, qu'il faut beaucoup de temps pour que les citoyens, la société, finissent, à partir des faits scientifiques avérés, finissent par se raccrocher au wagon. Il faut plusieurs décennies en général. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez envie de vous faire votre propre opinion, vous pouvez vous aussi visiter la réserve des Monts d'Azur. Vous pouvez taper sur votre moteur de recherche réserve des Monts d'Azur. Vous pouvez visiter la réserve, vous pouvez dormir sur place et on vous conseille. Vous pouvez vous y restaurer. C'est vraiment un écosystème très complet, la réserve des Monts d'Azur. Vous pouvez dormir dans des chambres, dans des écologes. Vous pouvez vous restaurer dans un délicieux restaurant. Vous pouvez petit déjeuner, vous pouvez dormir. Donc c'est vraiment un écosystème très complet, la réserve des Monts d'Azur. Voilà, merci beaucoup. À bientôt pour une prochaine vidéo.